Le 7 janvier 1610, le célèbre astronome italien Galileo Galilei a fait une découverte étonnante à l'aide de son télescope fait maison. 4 lunes en orbite autour de la planète Jupiter. D'ailleurs, de nos jours, tu peux fabriquer ta propre version de son télescope en utilisant des tubes en carton, des lentilles et de la superglue. Le principe de ce télescope est de placer 2 lentilles à la bonne distance l'une de l'autre. Tu auras besoin de 2 lentilles, une concave et une convexe. Autrement dit, une incurvée vers l'intérieur et l'autre vers l'extérieur. Le premier télescope de Galilée était capable de grossir les objets environ 8 fois. Il a continué à l'améliorer jusqu'à ce qu'il atteigne un facteur de grossissement d'environ 20. Mais revenons à l'histoire principale. Lorsqu'il a aperçu pour la première fois ces 4 lunes de Jupiter, il a cru qu'il regardait simplement un amas d'étoiles. Mais il a vite remarqué que ces objets spatiaux semblaient se déplacer selon un schéma régulier. Il lui a fallu quelques semaines pour comprendre que ce qu'il voyait n'étaient pas des étoiles, mais des lunes qui tournaient autour de Jupiter. Galilée a d'abord nommé ces lunes 1, 2, 3 et 4. Mais soyons honnêtes, ce n'étaient pas les noms les plus créatifs. Comme d'autres lunes de notre galaxie ont été découvertes par la suite, le système numérique pour les nommer est devenu confus et peu pratique, et il n'a duré que quelques siècles. De nos jours, ces 4 satellites les plus grands de Jupiter se nomment Io, Europe, Ganymède et Callisto. On les appelle collectivement les lunes galiléennes en l'honneur de l'homme qui les a remarquées le premier. La découverte de Galilée a été cruciale pour notre compréhension ultérieure de l'astronomie. Au départ, on croyait que les autres objets tournaient autour de la Terre puisqu'elle était considérée comme le centre de l'univers. Nous savons maintenant qu'il y a des centaines de lunes dans notre système solaire. Cependant, on ne découvre pas si souvent de grandes lunes comme celle découverte par Galilée. Une lune est considérée comme grande lorsqu'elle est de la taille de notre planète, voire plus grande. Ganymède, par exemple, est plus grande que Mercure. En fait, on qualifie Ganymède de lune simplement parce qu'elle tourne autour de Jupiter. Sinon, elle a toutes les autres caractéristiques d'une planète. Ce n'est pas une surprise que Jupiter ait les plus grosses lunes du système solaire. Elle surpasse toutes les autres planètes en taille et en masse, et il n'est donc pas étonnant qu'elle ait attiré beaucoup d'autres objets vers elle. On pense que Jupiter possède au total près de 80 lunes, dont seulement 53 ont reçu un nom officiel à ce jour. La première de ces lunes jupitériennes à être découverte par Galilée a été Io. Ce qui la distingue, c'est qu'elle a beaucoup de volcans. Io est le seul objet spatial à avoir des volcans actifs dans notre système solaire, à part la Terre. Elle est aussi surnommée la lune de feu et de glace, à cause de ses champs de neige composés de dioxyde de soufre. La couche extérieure d'Io est tachetée avec de multiples couleurs comme l'orange, le noir, le jaune, le blanc et le rouge. C'est probablement la raison pour laquelle la NASA l'a décrite comme une pizza géante couverte de fromage fondu et d'éclaboussures de tomates et d'olives mûres. À cause de ce soufre, Io ne sent pas très bon, une odeur semblable à celle d'un œuf pourri. Il y a plus de 100 montagnes à la surface de cette lune, et elles sont beaucoup plus grandes que celles que nous voyons sur Terre. Certaines sont même plus hautes que l'Everest. En moyenne, ces chaînes de montagnes mesurent 6000 mètres de haut et 157 km de long. À cause de ces volcans actifs et des radiations intenses sur Io, il y a peu de chances que la vie telle que nous la connaissons puisse exister ici. Mais qui peut affirmer qu'il ne peut pas y avoir une autre forme de vie ? La lune suivante sur la liste des lunes galiléennes est Europe, la plus petite des 4. Sa taille est comparable à celle de notre propre lune. Europe a une surface entièrement glacée, avec juste quelques cratères disséminés ici et là. Grâce à cette couche extérieure, Europe est très réfléchissante, ce qui en fait l'une des lunes les plus brillantes. Quant à son âge, les scientifiques pensent que sa surface a entre 20 et 180 millions d'années, tandis que la Lune elle-même a environ 4,5 milliards d'années. Ce qui se cache sous cette surface glacée est impressionnant. Elle pourrait même détenir le secret de la vie en dehors de la Terre. La glace se forme ici de 2 façons. La première est la congélation, un processus plutôt explicite. La glace grandit simplement à mesure que le milieu environnant devient de plus en plus froid. L'autre méthode est beaucoup plus fascinante. Une couche d'eau surfondue, se trouvant sous l'enveloppe de glace, réagit lorsqu'elle est agitée.
Elle génère alors ces cristaux qui donnent l'impression qu'il neige à l'envers, flottant vers le haut jusqu'à la couche de glace sous laquelle il se trouve. Tu peux recréer cet environnement toi-même à la maison. Prends une bouteille d'eau purifiée et mets-la au congélateur. Si tu n'as pas d'eau purifiée à proximité, fais simplement bouillir de l'eau plusieurs fois pour te débarrasser d'autant d'impuretés que possible. Comme il n'y aura pas de particules à l'intérieur, une fois dans le congélateur, elle ne deviendra pas solide. Mais si tu sors ensuite la bouteille du congélateur et que tu la secoues, l'impact fera rapidement cristalliser l'eau, lui donnant une consistance semblable à de la neige fondue. Il y a peut-être de l'eau sur Europe, mais jusqu'à présent, il y a peu de preuves que la vie existe sur cette lune. Cependant, c'est l'une des meilleures candidates du système solaire pour une habitabilité potentielle. Certaines formes de vie pourraient s'adapter pour vivre dans son océan sous la glace. Cet environnement est très probablement similaire à celui que l'on trouve dans les évents hydrothermaux de notre planète, cachés au plus profond de nos océans. La quantité d'oxygène dans l'atmosphère d'Europe est très faible, mais en 2013, la NASA a trouvé des indices prometteurs qui soutiennent encore une fois la théorie selon laquelle il y a un potentiel de vie sur cette Lune. En effet, il semble qu'Europe pourrait éjecter de l'eau dans l'espace. Si cela est confirmé par de futures observations, cela pourrait aussi signifier qu'Europe est géologiquement active. Cela pourrait aussi s'avérer utile si nous parvenons un jour à en étudier les sources d'eau. La plus grande des lunes galiléennes est Ganymède. C'est aussi la plus grosse lune de notre système solaire tout court. C'est un objet spatial de faible densité dont la taille est similaire à celle de Mercure, mais qui représente seulement la moitié de sa masse. Cependant, Ganymède est la seule lune à posséder son propre champ magnétique. Il est toutefois assez faible et nous pouvons à peine le remarquer depuis la Terre, car il est éclipsé par le champ magnétique beaucoup plus puissant de Jupiter. Un autre aspect intéressant de Ganymède est que son atmosphère contient de l'oxygène. Mais ne t'emballe pas trop, c'est loin d'être suffisant pour que des formes de vie y prolifèrent. En décembre 2021, un clip audio de 50 secondes a été publié. Il avait été enregistré par la sonde de la NASA lors de son survol de Ganymède. Pour les non-initiés, les sons ressemblaient davantage à ceux d'une vieille connexion Internet. Mais en raison de ses airs excentriques, Ganymède a rapidement été surnommée la lune chantante de Jupiter. Enfin, pour clôturer la liste des lunes galiléennes, on trouve Callisto, ou l'objet le plus fortement cratérisé de notre système solaire. Ce qui est intéressant avec cette lune, c'est que son paysage a à peine changé depuis sa formation, et les scientifiques débattent encore de la raison de ce phénomène. La plupart des autres objets spatiaux subissent des tas de changements tout au long de leur vie, en raison d'événements comme des collisions avec d'autres objets, des changements d'orientation ou de vitesse, ou des réactions chimiques qui se produisent à leur surface. Callisto a aussi à peu près la taille de la planète Mercure, mais sa densité est également plus faible. Le champ magnétique de Jupiter a un impact moindre sur Callisto, car cette dernière est la plus éloignée de la géante gazeuse. On estime que sa surface a un âge stupéfiant de 4 milliards d'années. Contrairement à Io, Callisto n'est pas géologiquement active, mais les scientifiques pensent qu'un océan pourrait se cacher sous sa surface, qui pourrait potentiellement abriter de la vie. Le fait qu'elle soit moins touchée par le champ magnétique de Jupiter signifie qu'elle présente des niveaux de radiation plus faibles. Étant donné cet environnement approprié, nous finirons peut-être par y installer un jour une base humaine en vue d'une exploration future. Alerte aux ouragans! Tout le monde se cache. La vitesse du vent dehors est de plus de 120 km/h. Cela semble beaucoup, mais voici une tempête qui se déplace à 645 km/h. Attends, de telles vitesses sont possibles? Eh oui, mais pour assister à une tempête aussi puissante, tu devras te rendre jusqu'à Jupiter. Alors que le voyage commence. La planète est énorme, près de 1300 terres pourraient tenir à l'intérieur de cette géante. Elle est aussi incroyablement chaude, les températures atteignant environ 23 800 degrés Celsius au cœur de la planète. Malheureusement, tu ne peux pas atterrir à la surface de Jupiter, car étant une géante gazeuse, elle n'a pas de surface solide. Mais tu peux aller plus loin dans l'atmosphère de Jupiter. Regarde ces épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs qui glissent tout autour. Ce sont eux qui donnent à la planète son aspect coloré et un peu strié.
Si tu continues à descendre vers le centre de la planète, tu verras son atmosphère, principalement composée d'hydrogène et d'hélium gazeux, se liquéfier. Cela se produit en raison de l'immense pression atmosphérique. Le noyau de la planète lui-même est un objet mystérieux. Les scientifiques n'ont toujours pas compris s'il s'agit d'une boule d'un épais liquide en fusion ou d'une roche solide dont la masse serait 14 à 18 fois supérieure à celle de la Terre. De toute façon, l'exploration de Jupiter n'est pas le but principal de ton voyage. Et non, tu t'es rendu ici pour voir la Grande Tache Rouge. C'est une énorme tempête qui fait rage dans l'hémisphère sud de la géante gazeuse. Ses plus hautes strates s'élèvent à plus de 8 km au-dessus du sommet des nuages environnants. La tempête elle-même est 1,3 fois plus grande que notre planète. En 2017, la sonde spatiale Juno de la NASA a réussi à collecter de nombreuses données sur la tache rouge. Et il s'est avéré que cette tempête monstrueuse descendait à plus de 320 km dans l'atmosphère de la planète. C'est 30 à 100 fois plus profond que n'importe quel océan sur Terre. Mais ces mesures sont probablement imprécises, et les véritables racines de la tempête pourraient être encore plus étendues. La Grande Tache Rouge est plus froide que le reste de l'atmosphère. Et n'oublie pas que les températures de Jupiter sont de moins 148 degrés Celsius au sommet des nuages. En revanche, plus on se rapproche du noyau, plus il fait chaud. Mystérieusement, les températures les plus élevées jamais enregistrées sur la géante gazeuse se sont produites dans l'atmosphère juste au-dessus de la Grande Tache Rouge. Là, la chaleur a atteint 1300 degrés Celsius. Cette température est plus élevée que celle de la lave sur notre planète. Les astronomes pensent que les turbulences causées par la tempête seraient capables de produire des ondes gravitationnelles et sonores qui pourraient être responsables de cette surchauffe. Mais la tempête elle-même est plus chaude en bas qu'en haut. Cela fait plus de 150 ans que les gens observent le vortex en mouvement sur Jupiter. Il y a quelque temps, les astronomes ont prédit qu'il allait progressivement ralentir et devenir plus petit, voire disparaître complètement. Mais cela ne s'est pas avéré être le cas. Après avoir analysé toutes les données recueillies à l'aide du télescope spatial Hubble, les chercheurs ont été déconcertés de découvrir que les vents, aux confins extérieurs de la tempête, avaient en fait pris de la vitesse. La variation de la vitesse du vent n'est pas supérieure à 2,5 km/h au cours d'une année terrestre. C'est un changement infime. Mais aussi petite que soit cette différence, elle est tout de même significative. La vitesse du vent au bord de la tempête peut atteindre une vitesse ahurissante de 650 km/h. C'est plus rapide que les tornades de la Terre. En même temps, si tu te trouvais au centre de la Grande Tache Rouge, tu ne serais pas si impressionné. Les vents s'y déplacent beaucoup plus lentement. Les scientifiques ont dû relever de nombreux défis lorsqu'ils ont essayé de résoudre le mystère qu'est la Grande Tache Rouge. On ne sait pas très bien ce qui alimente la tempête. Cela peut-il être dû à la nature de sa planète d'origine ? Comme il s'agit d'une géante gazeuse, Jupiter n'a pas de sol solide, il n'y a donc pas de friction, ce qui pourrait être la seule chose capable d'atténuer la tempête. Les gaz chauds de l'atmosphère de la planète sont toujours en mouvement. Ils montent, descendent, tourbillonnent, tout comme sur notre planète où l'air plus frais et plus chaud se mélangent et se fondent l'un dans l'autre, formant des tempêtes gigantesques qui tournent sur elles-mêmes. Les astronomes pensent qu'autrefois, plusieurs immenses tempêtes ont pu se réunir et créer la Grande Tache Rouge. Et maintenant, elles continuent de tourner en attirant constamment des gaz froids des profondeurs et des gaz chauds en altitude. De plus, la tempête pourrait absorber d'autres cyclones plus petits. Cela rend la Grande Tache Rouge encore plus puissante. Malheureusement, les épais nuages sur Jupiter ne permettent pas aux astronomes de voir ce qui se passe dans la basse atmosphère de la planète. Les scientifiques spéculent depuis des décennies sur ce qui pourrait se cacher sous la Grande Tache Rouge. S'agit-il d'un volcan massif ? Peu probable. Jupiter est principalement composée de gaz, et elle n'a pas de croûte qui pourrait se fissurer, laissant la lave s'échapper de l'intérieur de la planète. Il existe également quelques théories expliquant pourquoi la tempête possède cette couleur caractéristique. Elle varie du blanc et du rose pâle à l'orange vif, en passant par un rouge brique. Certains scientifiques pensent que la réponse se trouve profondément sous la Grande Tache Rouge, plus près de la surface de la planète. Une couche de gaz incolore pourrait réagir au rayonnement UV provenant du Soleil. C'est probablement ce qui donne à la tempête sa couleur rouge. Mais pour l'instant, ce n'est encore qu'une théorie. Maintenant, tu en sais à peu près autant que nous. Jupiter n'est pas la seule planète qui peut se targuer de sa tempête géante. Une autre, aussi vaste que notre planète natale, fait rage sur Saturne.
On l'appelle la grande tache blanche. C'est pratique pour les différencier. La tempête a une traîne de nuages blancs qui encercle toute la planète et elle se produit tous les 30 ans environ. Cette tempête démarre effectivement comme une tache, mais ensuite elle commence à s'étirer et à s'étendre. Les astronomes ont découvert que la grande tache blanche était en fait un énorme système d'orage. Et au sommet de la tempête, les éclairs peuvent jaillir plus de 10 fois par seconde. Mais le principal mystère concernant la grande tache blanche est de savoir d'où elle tire son énergie. Certains scientifiques pensent qu'elle pourrait être alimentée par le Soleil, d'autres affirment que la configuration des nuages de la tempête n'a de sens que s'il existe une source interne de chaleur qui puisse alimenter les vents. Quoi qu'il en soit, les violentes tempêtes sur différentes planètes du système solaire ne sont pas le seul mystère spatial qui rende les astronomes perplexes. Passons à Pluton, la plus grande planète naine connue du système solaire, et explorons son atmosphère. Elle s'élève très haut au-dessus de la surface de la planète et comporte plus de 20 couches, toutes glaciales et extrêmement condensées. Par ailleurs, notre Lune a aussi une sorte d'atmosphère. Appelée exosphère, elle est composée d'hélium, de néon et d'argon. Elle est 10 000 milliards de fois moins dense que l'atmosphère de la Terre. En voyageant dans l'espace, fais attention aux trous noirs. Un trou noir est un endroit où la gravité est si forte que même la lumière ne peut pas en sortir. Mais les trous noirs peuvent parfois se comporter comme des volcans galactiques supermassifs. De temps en temps, ils s'enflamment, mais au lieu de cracher de la lave, ils produisent d'énormes quantités d'énergie. Et ce phénomène laisse des trous béants dans la matière et le gaz environnant. Il y a peu de temps, les scientifiques ont découvert l'un des plus grands cratères de l'univers. Les radiotélescopes et autres télescopes à rayons X ont détecté un trou noir supermassif qui a piqué une crise il y a de très nombreuses années. Cela s'est produit dans un amas de galaxies situé à environ 390 millions d'années-lumière de la Terre. Le cratère que cet événement a laissé derrière lui pourrait contenir 15 galaxies semblables à la Voie lactée. Oui, même moi ça me dépasse un peu. Pendant ton voyage à travers l'espace, réfléchis bien avant d'atterrir sur des planètes inconnues. Sinon, tu risques de te retrouver dans un endroit comme K2 141b. C'est une planète située en dehors de notre système solaire. À première vue, elle n'est pas si différente de la Terre. Elle possède des océans liquides qui s'évaporent, forment des nuages, se condensent et reviennent à la surface sous forme de pluie. Mais au lieu d'eau, il pleut des pierres. La surface de cette exoplanète est recouverte de mers de lave profondes de plusieurs dizaines de kilomètres. Les températures sur K2 141b atteignent 2700 degrés Celsius pendant la journée. C'est assez chaud pour que le magma des océans s'évapore dans l'atmosphère. Puis, des vents supersoniques qui peuvent se déplacer à une vitesse de 1600 mètres par seconde transportent cette vapeur de roche vers la face nocturne de la planète. Le magma vaporisé se refroidit, redevient liquide et tombe sous forme d'une pluie rocheuse. Pas vraiment ouf pour y passer des vacances. Il fait trop chaud, je passe mon tour. Il te regarde fixement et tu le regardes en retour. Un œil géant qui semble t'attirer dans l'abîme. Tu le survoles à bord de ton vaisseau spatial. Mais aussi effrayé que tu puisses être, il te faut quand même faire ton travail. Tu diriges donc ton vaisseau vers la surface de la planète rouge. Et oui, c'est là que tu te trouves, à survoler Mars. Mais chaque chose en son temps. Tu prends un moment pour te rappeler tout ce que tu sais au sujet de la 4e planète la plus proche du Soleil. C'est la dernière des planètes intérieures. Ce sont ces planètes qui se trouvent dans le périmètre de la ceinture d'astéroïdes. On les appelle aussi des planètes telluriques, car elles sont composées de roches et de métaux. L'atmosphère de Mars est beaucoup plus fine que celle de la Terre. Elle contient 95% de dioxyde de carbone et à peine 1% d'oxygène. En d'autres termes, n'envisage même pas de retirer ton casque. De toute façon, il n'y a pas de temps à perdre. Tu atterris à la surface de la planète et tu te retrouves au beau milieu d'un monde rouge brunâtre. Heureusement que tu portes une combinaison spatiale. L'endroit est glacial. Le thermomètre cousu dans la manche de ta combinaison indique moins 62 degrés Celsius. Il est temps de faire ton premier pas sur la surface martienne. La planète a l'air assez colorée, et la teinte d'une zone spécifique dépend des minéraux qui composent son terrain.
Le sol sous tes pieds est couvert d'une fine poussière. Elle ressemble à de la rouille. La même poussière orangée se trouve en suspension dans l'air. Heureusement que tu as ta propre réserve d'oxygène et que tu n'as pas besoin de respirer l'air martien. Cette couche de poussière qui recouvre la surface de Mars peut avoir une épaisseur de 2 à 12 mètres. Tu croises les doigts en espérant ne pas être avalé par les sables mouvants martiens. Tu commences à marcher et tu te sens très léger. Mars ne représente que 15% du volume de notre planète et à peine 11% de la masse terrestre. Cela signifie que la gravité est beaucoup plus faible ici. Cette attraction ne représente que 38% de celle qui règne à la surface de la Terre. Tu fais de petits sauts, puis tu essayes de courir sur plusieurs centaines de mètres. Tu n'as même pas transpiré une goutte. Ce qui rend l'exploration à pied plus difficile, c'est que la surface de la planète est très accidentée, couverte de cratères et de volcans, d'anciens lits de lacs asséchés et de canyons. Tu vois quelque chose d'énorme qui se dresse à l'horizon. Mais tu essayes de réprimer ta curiosité. Tu auras suffisamment de temps pour découvrir de quoi il s'agit plus tard. Soudain, un nuage massif apparaît au loin. On dirait qu'un énorme troupeau s'approche de toi au galop. En réalité, tu ferais mieux de remonter à bord de ton vaisseau et de t'envoler aussi vite que possible. C'est l'une des fameuses tempêtes de poussière martienne. Elles se produisent principalement pendant l'été dans l'hémisphère sud de la planète rouge. Et elles peuvent parfois recouvrir la planète entière. On peut même apercevoir les plus grandes d'entre elles depuis la Terre. Tu sautes dans ton vaisseau et tu mets le cap sur l'œil qui t'avait tant effrayé. Des canaux sinueux, qui ressemblent à des veines, traversent ce globe oculaire. Mais plus tu t'approches, moins cela ressemble vraiment à un œil. Bientôt, tu réalises que c'est un cratère. Il est gigantesque, près de 30 km de diamètre. Autour du cratère, qui semble même avoir une pupille, se trouvent d'autres cratères encore plus grands. Ils se sont probablement formés il y a des milliards d'années. C'est à cette époque que Mars a dû essuyer les multiples assauts de roches venues de l'espace. Mais pourquoi ce cratère oculaire est-il plus sombre que le paysage environnant? Les scientifiques pensent qu'autrefois, de l'eau martienne se trouvait dans l'énorme fosse. Et tu te souviens de ces canaux? Ce sont eux qui transportaient probablement cette eau. Comme le cratère était rempli d'eau, cela a empêché certaines substances et certains minéraux de s'éroder. Maintenant, tu te souviens de cette chose imposante à l'horizon? Il est temps d'aller l'explorer. Quand tu t'en approches, tu réalises qu'il s'agit du plus grand volcan bouclier de tout le système solaire, Olympus Mons. Il fait plus de 595 km de diamètre, ce qui est presque la même taille que l'État d'Arizona. Tu inclines la tête. Waouh, la montagne fait 25 km d'altitude. Elle est aussi entourée de falaises de 6 km de haut. Faisons quelques comparaisons pour mieux visualiser la taille de ce volcan. Le plus grand volcan sur Terre est le Mauna Loa, qui s'élève à environ 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer et s'étend sur 120 km. Cela semble impressionnant, mais le volume d'Olympus Mons est environ 100 fois plus conséquent que celui du Mauna Loa. Le géant martien pourrait avaler toute la chaîne des îles hawaïennes, de Kauai à Hawaï. Mais pourquoi ce volcan est-il si grand? Cela pourrait être le résultat d'une gravité plus faible et d'une fréquence d'éruption plus élevée. Ou la raison pourrait venir de la croûte de la planète rouge, qui est très différente de celle de la Terre. Elle est statique. Sur notre planète, la croûte est composée de 15 à 20 plaques tectoniques en mouvement constant. Lorsque les plaques se déplacent sur des points chauds regorgeant de lave, de nouveaux volcans se forment et ceux qui existaient déjà s'éteignent. C'est pourquoi la lave peut atteindre la surface par de nombreuses débouchées. Mais sur Mars, la croûte n'est pas scindée en plaques similaires à celles de la Terre. Et la lave n'a rien d'autre à faire que de s'accumuler dans un seul très grand volcan. Alors, pourquoi ne pas regarder cette énorme montagne de plus près? Mais à peine es-tu descendu de ton vaisseau que le sol martien sous tes pieds se met à trembler. C'est un tremblement de Mars. Mais comment cela peut-il se produire si Mars n'a pas de plaques tectoniques actives en mouvement? Les spécialistes de la NASA sont convaincus que ces tremblements se produisent lorsque l'énergie à l'intérieur de la planète est soudainement libérée. Cela entraîne des fractures de la roche et des fissures dans la croûte de la planète. Une autre secousse puissante et l'une de ces crevasses s'ouvre juste à côté de toi. Tu tombes au sol, trop terrifié pour bouger. Mais bientôt, tout se calme. Tu attends quelques minutes, juste pour être sûr, et tu te lèves. Oh, regarde! Voici une occasion parfaite d'explorer les entrailles de la planète rouge. La fissure est suffisamment grande pour y envoyer un robot de recherche. La croûte de la planète est fine et se compose de roches basaltiques.
L'épais manteau qui entoure le noyau de la planète est composé de silicate, d'oxygène et de quelques autres minéraux. Tu pourrais le comparer à une sorte de dentifrice fait de roche. Le manteau martien est aussi moins imposant que celui de la Terre. Son épaisseur n'est que de 1300 à 1800 km. Quant au noyau de la planète, il est composé principalement de fer, de nickel et de soufre et mesure entre 1400 et 1900 km de large. Ce noyau ne bouge pas. C'est pourquoi Mars ne dispose pas d'un champ magnétique. Malheureusement, ton drone est maintenant perdu dans les profondeurs de la planète rouge. Tu le laisses là et continues ton exploration. Ta prochaine destination est Valles Marineris. Ce nom évoquerait presque une sauce tomate à l'italienne, mais c'est en réalité un immense canyon, ou plutôt un système de canyons, qui longe l'équateur de Mars. Il est tout aussi impressionnant qu'Olympus Mons, plus de 4200 km de long et plus de 6 km de profondeur. Il est tellement vaste qu'il pourrait s'étendre sur l'ensemble des États-Unis, du Pacifique à l'océan Atlantique. Faisons une autre comparaison. L'un des canyons les plus célèbres de la Terre est le Grand Canyon en Arizona. Mais il est 10 fois moins long et environ 4 fois moins profond que le canyon de Mars. Certains scientifiques pensent que Valles Marineris est le bord d'une énorme plaque tectonique. Elle se déplace si lentement que presque rien ne s'est produit dans cette région depuis des millions d'années. Et le mouvement de cette plaque a probablement commencé il y a 3,5 milliards d'années. Bref, la seule chose qu'il reste sur ta liste de choses à faire aujourd'hui est de visiter les lunes de Mars. Elles sont parmi les plus petites du système solaire. Phobos est la plus grande des deux. Elle orbite à seulement 6000 km au-dessus de la surface martienne. Il n'y a aucune autre lune connue qui se déplace plus près de sa planète mère. Elle orbite autour de la planète rouge 3 fois par jour, alors que la seconde lune, Deimos, a besoin de 30 heures pour effectuer son orbite. Phobos se rapproche de plus en plus de Mars, environ 2 mètres tous les 100 ans. D'ici 50 millions d'années, elle s'écrasera sur la planète ou se brisera pour former un anneau autour d'elle. Heureux mais épuisé, tu retournes à ton vaisseau spatial. Demain, tu continueras à explorer la magnifique planète rouge. Et qui sait quelles nouvelles trouvailles t'attendent ?